Bonjour à tous. Merci d'être parmi nous. Merci d'être venu à cette session, ce lab sur la géoénergie. Avant de commencer, si je vous propose, il va y avoir quelques questions pour mettre un peu d'interaction et entre le public. Et voilà, vous pouvez scanner ce QR code. Il y aura quelques questions, vous pourrez répondre directement sur votre mobile et puis on verra comme ça l'avis de la salle sur quelques questions fondamentales ou moins. Donc je laisse un petit peu. Normalement, c'est assez facile et on va pouvoir y aller. Donc désolé du retard, on a cumulé des petits soucis techniques et la session d'avant qui ne voulait pas partir. Bon, parfait. Allez, j'attaque, on a déjà plutôt perdu du temps, donc on va avancer. Aujourd'hui, le thème qu'on s'est donné, c'est la géoénergie, un levier puissant, mais encore méconnu, pour décarboner le chauffage et la climatisation des bâtiments. C'est la fin de la phrase que vous avez là. On pensait que c'était important de faire ce lab pour faire un peu de pédagogie autour de ce sujet de la géoénergie qui est peu connu, mal connu. Parfois, il y a des a priori. On va essayer de casser un peu ces a priori. Puis on va essayer aussi de parler des success stories bretonnes. Et je suis vraiment ravi d'avoir avec moi Cédric Fénis de la société Aquasis, qui est un foreur breton et qui opère dans toute la région Grand Ouest et qui va pouvoir nous parler concrètement de ce que c'est que le forage. Et on va parler effectivement de projets concrets et ça donnera un petit peu de corps à toutes les explications. Au début, je vais effectivement être un petit peu théorique, mais vous inquiétez pas, les cas pratiques arrivent. Donc, première question klaxoon. À votre avis, le chauffage, la climatisation, en France, ça représente quelle part des émissions de CO2? Trois propositions, 5%, 18% ou 33%. Ouais, attention, on répond sur son téléphone et on va voir un petit peu les avis. Donc, c'est très partagé. Ah, il y a un petit peu plus sur le 18%. Ouais, ça monte, ça monte. Attention, il y a 10 personnes qui sont inscrites. Bon, effectivement, les bleus ont raison. On est quand même autour de 20, donc 18%. Donc voilà, on est autour de 20% des émissions de CO2 en France. C'est uniquement la chaleur et la climatisation, ce qui est une part assez énorme. On comprend pourquoi. Alors ceux qui répondent maintenant quand même, c'est de la triche. Pour aller plus loin sur les chiffres statistiques, du coup on repasse sur les slides. Si on prend le bâtiment, le bâtiment en général, son empreinte carbone, 52% de l'empreinte carbone du bâtiment, ça provient du chauffage et de la climatisation. C'est une autre façon de voir les choses. Et selon l'ADEME, d'ici à 2050, les besoins en froid, dus effectivement au réchauffement climatique et au dérèglement climatique et aussi au confort de nos vies, les demandes de froid vont augmenter de 300%. Donc c'est colossal. Maintenant, la géothermie dans tout ça. Là, vous allez avoir, pareil sur Klaxoon, quelques questions, vrai ou faux, à répondre. Il y a cinq petites questions, vrai ou faux, à répondre. Puis dès que vous avez répondu, on va commencer à afficher les résultats. Donc, ces 5 questions, c'est des idées reçues, et on va voir si elles sont vraies ou fausses, et dans quelle mesure elles sont vraies ou dans quelle mesure elles sont fausses. La géothermie, ça coûte plus cher que toutes les autres solutions. Est-ce que la géothermie, ça provoque des séismes? Est-ce que c'est possible sur 97% du territoire en France? Est-ce que c'est que pour les maisons individuelles ou est-ce que ça nécessite beaucoup de place? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Faites-vous un avis, que vous le mettiez ou pas sur Klaxoon, mais toutes ces questions, c'est des questions que les gens se posent. En tout cas, nous, on rencontre des acteurs et les gens vont se poser vraiment ce genre de questions et vont avoir ce genre d'a priori. Donc, si on passe un peu, est-ce qu'on a encore on va attendre un petit peu, encore quelques réponses? Allez-y, prenez le temps. Ça fait 5 vrais ou faux à mettre.
Bon, alors si on commence par la première. Alors, est-ce que la géothermie, ça coûte plus cher qu'une autre solution conventionnelle? Vous dites vrai pour 33% et faux pour 67%. Alors, là où effectivement c'est faux, et c'est faux parce qu'en fait, au contraire, la géothermie, sur le coût global, donc l'investissement et toute l'utilisation du système, sur le coût global, c'est au contraire, c'est la solution la moins chère. Parmi vraiment tous les scénarios que nous étudions aujourd'hui dans la région en France, tous les scénarios que nous étudions entre du gaz, de l'aéro, de la biomasse et de la géothermie apparaît toujours avec le coût global le plus faible. Pourquoi? Parce que l'installation elle est pérenne, elle dure 25 ans. On fait des et 25 ans, c'est la partie locale technique. Le champ de sonde, lui, il a une durée de vie de plus de 50 ans. On pense peut-être jusqu'à même 100 ans de durée de vie. Et donc, une fois que l'infrastructure est là, on peut l'utiliser sur le long terme, mais les coûts de fonctionnement sont les plus faibles. Donc, sur la durée. Deuxième question, c'était sur est-ce que la géothermie provoque des séismes? Alors, vous avez mis faux, effectivement. Alors, il y a eu quand on va sur des géothermies très profondes, où on va venir stimuler la roche par fracturation ou choses comme ça, on peut avoir des phénomènes, et il peut y avoir des risques, en tout cas associés au séisme. Mais dans la géoénergie, la géothermie de surface, dont on va parler plus tard, on reste dans les 200 premiers mètres du sol. On ne touche pas on ne vient pas perturber l'équilibre géologique par nos interventions, on ne fait qu'échanger des calories, donc il n'y a effectivement pas de séisme. Question suivante, est-ce que la géothermie est possible sur 97% du territoire? Alors là, bon, c'était trop précis pour que ce soit faux. Donc effectivement, c'est vrai, la géothermie est possible sur le territoire français sur 97% du territoire. Ça ne veut pas dire qu'elle sera pertinente, mais en tout cas, elle est possible. On a le droit de forer, et on a le droit de forer de façon très simplifiée si on reste dans le cadre de la géothermie de minime importance, donc dans les 200 premiers mètres. On va en reparler. Question suivante, est-ce que c'est fait que pour les maisons individuelles? Effectivement, c'est faux. La géothermie s'adapte très bien aux bâtiments de grande taille. Il faut faire plus de puits, il faut avoir un échangeur thermique plus grand, mais c'est tout à fait compatible, et au contraire, on arrive à avoir un usage qui est plutôt, on maximise l'usage, on rentabilise mieux notre installation. Et dernière question, est-ce que ça nécessite beaucoup de place? Eh bien, c'était vrai pour la majorité du temps. C'est vrai que la géothermie nécessite du foncier. Ça nécessite de la place parce qu'il va falloir faire un certain nombre de puits. Là, bien sûr, nous avons une réponse à cette et nous apportons une innovation qui permet de réduire cette emprise foncière. Mais jusqu'à aujourd'hui, si vous vouliez faire un grand bâtiment et qu'il vous fallait 25 puits, chaque puits doit être espacé d'une dizaine de mètres. Donc on s'imagine bien que si 25 puits avec 10 mètres de décalage, ça fait une grande surface avec tous les collecteurs et les réseaux qui vont avec. C'était complexe. Donc c'est une des raisons aussi. Donc, merci d'avoir répondu à ces questionnaires. On va repasser sur les slides standards. Du coup, c'est moi qui ai la zapette. Hop. Les géothermies. Donc, parler rapidement. Les géothermies. La géothermie, en fait, on dit la géothermie, mais il y en a plein de géothermies différentes. Entre la géothermie de moyenne ou de très haute énergie, où on va aller chercher des températures très élevées, jusqu'à 200, 300 degrés, à 3000, 4000, 5000 mètres de profondeur. Ça, c'est une géothermie intense qu'on ne peut pas trouver chez nous. Hein. On n'a pas forcément on n'est pas sur un terrain volcanique ou sismique important. Donc c'est vraiment une géothermie dont on ne parle pas aujourd'hui, et c'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la géothermie de faible énergie, de minime importance. C'est les 200 premiers mètres de la croûte terrestre, en dessous de nos pieds. Ces 200 premiers mètres, eh ben, même si on ne va pas aller chercher 100 degrés, 200, 300 degrés, il y a une température constante toute l'année. En Bretagne, c'est entre 12, 15, 16 degrés sous nos pieds. Et cette chaleur, elle mérite juste d'être récoltée. Elle est là toute l'année, et c'est une énergie qui est à la fois quasi inépuisable, puisqu'elle va se régénérer naturellement. Et deuxième paramètre très important qu'on oublie souvent, c'est qu'en plus, le sol peut être considéré comme une batterie thermique, et on va venir prendre des calories, et on peut aller les injecter. Elles vont se rester stockées, on réchauffe le sol sous nos pieds, et plus tard, quand on en a besoin, on va pouvoir récupérer cette énergie à nouveau. Donc il faut vraiment penser le sol sous nos fondations, sous nos bâtiments, comme une batterie thermique dans laquelle on va pouvoir venir puiser ou stocker de l'énergie. Le sous-sol est un réservoir.
Donc pensez à ces deux paramètres, ils sont très importants. Géothermie de surface, donc je parlais de la géothermie donc les géothermies de surface comprend la géothermie sur nappe et la géothermie sur sonde. La géothermie sur nappe, on prend de l'eau qui a une certaine température, on vient y prendre des calories dans cette eau, dans notre local technique, et on réinjecte de l'eau froide, plus loin dans la nappe. Donc on prend dans une nappe et on réinjecte dans la même nappe. C'est la géothermie sur nappe. Géothermie sur sonde, on est en boucle fermée, on a un fluide dans un tube. Ce tube, du coup, il va à 200 mètres, il revient, l'eau a le temps de se réchauffer, il passe jusqu'au local technique, on récupère les calories et on réinjecte l'eau à nouveau qui a été refroidie par notre pompe à chaleur et elle va continuer dans le sol de se réchauffer et revenir. Et c'est un cycle vertueux parce que en hiver, je vais pouvoir prendre des calories, comme je disais dans le bâtiment, donner des calories au bâtiment et rafraîchir mon sol. Et l'été, je fais le contraire, je vais venir refroidir mon bâtiment et réchauffer mon sol. Et je fais cette alternance. Et ce stockage intersaisonnier est très positif et offre des rendements qui dépassent un coefficient de performance saisonnier de 4 ou 5. Donc on est sur des rendements très importants pour chaque unité électrique dépensée. J'ai 4 unités ou 5 unités électriques qui sont données, d'unités de chaleur qui sont données à mon bâtiment. La performance et elle est comme ça constante toute l'année. Qu'il fasse froid ou chaud dehors, mon sol, il est toujours à la même température. Et c'est ça la force de la géothermie. Donc la géothermie de surface peut couvrir jusqu'à 75% des besoins d'un bâtiment et c'est possible sur 97% du territoire. Donc pourquoi s'en priver? La question c'est ça, c'est qu'on se dit mais du coup ça a l'air d'une énergie géniale. Pourquoi tous les bâtiments de France ne sont pas déjà connectés? Ça paraît bizarre. Pourquoi elle a été longtemps négligée? Nous, on voit 4 problématiques. La première, déjà, c'est que c'est peu ou mal connu. Genre, les Bretons ne savent pas que sous leurs pieds, il y a de l'énergie et qu'ils peuvent aller la puiser. Beaucoup de gens l'ignorent. Donc, ça, c'est aussi la présence aujourd'hui, c'est faire cette pédagogie et faire cette information. Deuxième limitation, frein, c'est que ça requiert un investissement plus conséquent qu'une solution standard. Comme je vous disais tout à l'heure, sur le long terme, on sera gagnant. Mais au début, s'il faut mettre une enveloppe d'investissement plus grosse, ça peut être un frein. Troisième problème, ça nécessite du foncier, je le disais tout à l'heure, ça nécessite du foncier et des fois on n'en a pas, on est dans une politique de densification du bâti. C'est difficile d'imaginer un terrain de foot condamné pour un bâtiment. Un terrain de foot, un bâtiment, enfin, c'est pas gérable. Donc là, il faut y travailler. Et derrière, on a un projet. Les projets géothermie peuvent paraître et sont par nature plus complexes à mettre en place qu'une énergie dite standard. Si j'ai besoin d'installer une chaudière gaz, j'achète une chaudière gaz, je la branche, elle marche. Je n'ai pas besoin de faire des études sous-sol, de savoir si ma batterie thermique, elle a le potentiel, etc. Il y a beaucoup plus de complexité apparente. Donc Celsius Energy, dont je fais partie, je suis le responsable Grand Ouest du développement commercial de Celsius Energy, s'attaque à ces 4 problèmes pour pouvoir proposer une solution la plus simple possible, qui nécessite le moins de foncier possible grâce à des innovations dont on parlera, à faire connaître la solution et aussi faire du tiers financement pour éviter que l'investissement soit un frein. Donc on pallie à ces différents problèmes. Ce qui change aussi aujourd'hui, c'est qu'on a les enjeux réglementaires, on a la RE 2020, on a le décret tertiaire qui est très contraignant, qui fait se poser des questions à tous les industriels. On a aussi des enjeux d'image. Maintenant, il y a effectivement dans les entreprises cette volonté de montrer du bas carbone, d'avoir une stratégie RSE qui ne soit pas juste du greenwashing, mais vraiment de décarboner sincèrement et efficacement les bâtiments. Et on a aussi des enjeux purement économiques. Les fluctuations des cours et de l'énergie font se poser des questions et remettent la géothermie un peu au centre du jeu. Ce qui change également, c'est qu'il y a une prise de conscience des pouvoirs publics sur la géoénergie. On a le haut-commissaire au plan, François Bayrou, qui a édité un document qui parle de la géoénergie comme une arme puissante qui est encore aujourd'hui sous-estimée et qui est sous-utilisée et qui a été aussi à l'initiative on a participé à la création
de France Géoénergie pour effectivement dynamiser la filière et la structurer, parce que la filière de la géothermie existe depuis des années, mais c'est très artisanal. Il y a plein de petites de petites entreprises qui opèrent dans des secteurs très régionalisés, avec un découpage des actions et des scopes qui faisait que la filière n'était pas aussi structurée que dans d'autres énergies. Et on voit bien qu'on a besoin de relancer cette filière. Bien sûr, l'industrialisation des techniques, des passages à l'échelle, dont on est moteur, et des innovations, notamment des innovations techniques, technologiques et du digital. Donc Celsius Energy, en tant que société de travaux, hein, qui conduit des travaux pour la mise en place de systèmes de géothermie, nous travaillons sur tous ces points, et nous avons notamment fait un certain nombre d'innovations, notamment le forage incliné. Le forage incliné permet, avec simplement 15 mètres carrés, 2 places de parking de terrain, on va venir forer dans toutes les directions avec une inclinaison jusqu'à 20 degrés. Donc c'est pour ça que vous voyez le mât de la foreuse, là, il est incliné, c'est normal, parce qu'on va venir passer, on va venir, à partir de ce pad unique, on va venir dans toutes les directions maximiser notre surface de contact avec le sol, sans avoir, comme je disais tout à l'heure, un terrain de foot condamné à la géothermie. Voilà. Donc ça, c'est des innovations technologiques qui ont été mises en place et qui ont pu, grâce aussi aux foreurs qui ont accepté ce type d'innovation et qui les ont mises en application de façon parfaite. Le digital a permis aussi d'optimiser chaque système de façon beaucoup plus pointue que ça pouvait être avant. C'est-à-dire qu'on met des capteurs aussi bien sur le champ de sonde au niveau du local technique, et on permet de remonter toutes ces infos, de faire de l'optimisation, de l'intelligence artificielle, du suivi en temps réel, de la maintenance préventive. Tous ces outils numériques nous permettent vraiment d'atteindre des niveaux d'efficacité qui sont jusque-là, qui n'étaient pas atteints jusque-là. Donc voilà, voilà, il a fallu que je passe un petit peu par les sujets théoriques pour vous expliquer un petit peu tout ça et où on vient. Mais je pense que le plus intéressant, c'est de parler des success stories, et notamment les success stories bretonnes. Alors, petite aparté, regardez cette carte. C'est la carte des forages de géothermie en France. Les points orange sont les géothermies sur sonde, donc c'est les sondes dans les boucles en circuit fermé, dont on parlait tout à l'heure. Et les points bleus, c'est la géothermie sur nappe. C'est ceux où on prend de l'eau dans la nappe et on prend l'énergie, on la Donc, je ne sais pas si vous étiez au courant qu'il y avait autant que la Bretagne et les pays de la Loire et la Basse-Normandie étaient aussi, je dirais, perforés, ou qu'il y avait autant de puits. Enfin, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez réalisé ou pas? En tout cas, c'est flagrant sur cette carte. La géologie bretonne est excessivement en fait, il y a de l'énergie, et on peut échanger des calories facilement avec le sous-sol breton. Donc vraiment, les coûts de forage sont aussi, vu la solidité du socle granitique, on arrive à avoir des vitesses de forage et des coûts de forage qui sont parmi les plus faibles en France, et on a aussi des échanges thermiques qui sont parmi les meilleurs au niveau des roches. Donc la Bretagne est vraiment le paradis de la géothermie, mais un paradis méconnu. Donc, j'ai beaucoup parlé, je vais laisser la parole à Cédric qui va du coup nous expliquer un petit peu qui est Aquasys, la société Aquasys, nous présenter un peu les activités, et surtout nous parler de projets réalisés en Bretagne. Bonjour. Donc Aquasys, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas de la région, c'est basé à Dol de Bretagne, à 30 km d'ici. Moi, je suis depuis 5 ans donc, responsable de la partie géothermie. La société existe depuis plus de 40 ans, créée en 81. À la base, axée sur le forage d'eau agricole et le pompage. Donc, ça a été l'activité principale pendant 15 à 20 ans. Essentiellement, et puis après ça s'est développé dans différentes activités aujourd'hui, tout ce qui concerne l'eau, on va dire, donc dans l'industrie, dans la collectivité, l'arrosage, le maraîchage, l'agricole. Donc voilà, on a à peu près doublé l'effectif
En 5 ans, on est passé aujourd'hui à une trentaine de personnes. Donc les 3 activités principales, même si ce ne sont pas les seules, on a le forage d'eau. Forage d'eau donc agricole, mais aussi pour recherche en eau potable, pour les syndicats d'eau, collectivités. La géothermie qui est repartie depuis 2 ans, avec une croissance qu'on avait anticipée, imaginée, mais pas à ce niveau-là. Encore une fois, le Covid, la guerre en Ukraine, tout ça ont fait que ça s'est accéléré encore plus qu'on ne l'avait imaginé et souhaité, pour être très sincère, parce qu'il y a 4-5 ans, c'était devenu vraiment très faible. Et l'aquaculture qui nous concerne ici parce qu'on est en pleine baie du Mont-Saint-Michel, donc tout ce qui va être activité ostréicole, mythilicole. Donc voilà, on a pas mal de clients dans cette activité-là, et aussi tout ce qui va être nouveau marché, des fermes aquacoles pour tout ce qui va être élevage de crevettes, élevage de poissons. Encore une fois, le monde de la pêche évolue, donc il y a aussi maintenant des activités dans l'aquaculture. Chantier référence historique, parce qu'il est ici basé à Saint-Malo, la médiathèque, qui va avoir 10 ans bientôt. Il y a eu à peu près 4 km de sondes réalisées donc, sur des sondes de 200 mètres juste en dessous. Le challenge était de faire les sondes avant la construction du bâtiment, c'est-à-dire que les sondes sont aujourd'hui inaccessibles, ce qui n'est pas un problème quand c'est bien fait, et c'était le cas. Ce qui prouve aussi que la géothermie, une fois réalisée, n'a plus besoin d'être revisitée. Elle peut être mise à la place d'un futur bâtiment. Encore une fois, le foncier est un sujet de demain. Donc, on peut imaginer avec des techniques de forage dévié ou faire des forages également sur des futurs emplacements de bâtiments, de parkings. Enfin voilà, c'est un des avantages. La géothermie, après, elle est totalement invisible et durable sur une durée de vie 80, 100 ans, peut-être plus, on ne sait pas trop, mais pour très longtemps. Oui. Donc voilà. Celui-là, ouais, c'est celui-là. Oui, merci effectivement. Donc, je sais pas. D'ailleurs, on est à Saint-Malo. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous savaient que que la médiathèque de Saint-Malo était à la géothermie. Enfin, c'est quelque chose qui existe depuis 10 ans, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Et on a quand même 65% des besoins en chaleur et 100% des besoins en froid qui sont assurés par par le système de géothermie, qui est, comme tu disais, parfaitement invisible aujourd'hui. Et en plus, il y a une toiture solaire qui assure le fonctionnement des pompes à chaleur. Donc on est sur un système. Alors, c'est très à l'avant-garde en 2014, je trouve. Ce système-là, voilà, c'est vraiment impressionnant. Et on atteint des réductions de CO2 par rapport à une solution standard de moins 75%. Donc on est sur une solution qui fonctionne, qui a 10 ans d'existence, qui aura encore largement l'occasion de faire des économies, de continuer à faire des économies d'énergie. Et voilà, donc c'est une très belle, une prouesse en tout cas, de travailler. Alors comment ça se passe de forêt en plein centre-ville C'est une des complexités de notre métier, c'est pour ça que des fois il fait peur, c'est qu'on a quand même de vrais engins de chantier. Une foreuse, c'est vulgairement un petit char sur chenille, un petit char qui fait entre 8 et 14 tonnes, sans compter le compresseur qui, pareil, prend beaucoup de place. Il y a de la matière qui sort, il y a de l'eau, ça fait de la boue, ça fait un peu de bruit, un peu de poussière. Tout ça géré en centre-ville, c'est pas toujours c'est simple. pas toujours simple. Mais ça se fait. Voilà. La seule contrainte, c'est la réalisation des sondes qui nécessite, voilà, encore une fois, une installation de chantier qui permette de contenir au mieux les éléments qu'on doit maîtriser. Et encore une fois, notre sol breton est constitué de granit de schiste. Donc c'est un très bon sol, mais il est également saturé en eau. Alors thermiquement parlant, c'est génial. Par contre, en termes d'organisation de chantier, ça veut dire qu'on va avoir de la matière de l'eau à traiter et à contenir. Et à contenir, tout à fait. Merci. Deuxième innovation bretonne, enfin je parle même d'innovation parce que là on est sur quelque chose de très innovant, c'est que le métro de Rennes, la ligne B, a été utilisé, les stations
qui étaient du coup construits ont été utilisés pour des systèmes de géothermie. Alors là, on n'est pas sur un système avec des sondes, on n'a pas fait de forage, mais par contre, des serpentins ont été installés à l'intérieur des sols et des parois pour récupérer l'énergie naturelle du sol. Et ben, de toute façon, il fallait les creuser, ces stations. Donc, c'est pas comme si on n'avait pas à faire des investissements supplémentaires. Il fallait effectivement placer du serpentin. Donc, on parle de 29 km de serpentin qui permettent à faire des échanges thermiques avec le sol et d'assurer le chauffage de 112 logements, 1000 m² de bureaux. C'est considérable. Bon, comment ça s'est passé, là, ce chantier-là? Bah, ça, c'était une première. Donc, en fait, c'était un peu. Moi, j'étais pas dans la société. C'est Jean-François Gobichon qui est ici présent qui a géré le dossier. Et d'après ce qu'il m'a dit plusieurs fois, c'est on m'a donné un objectif et bah, débrouille-toi. Voilà. Mais bon, le challenge aussi était beau. Et dans l'idée, c'est de passer des tuyaux simplement dans des moulages béton. Ça paraît simple, mais au final, de ressortir des bouts de tuyaux dans des endroits bien précis, dans des parois XXL, dans un ouvrage pareil, un peu plus qu'inédit, dans des volumes de chantier voilà, qui étaient un peu quand même complexes. Ça a été une première qui a été un succès parce que voilà, il n'y a pas eu de réseaux qui n'ont pas pu être ressortis et utilisés. Et donc voilà, après, c'était un chantier test parce qu'il n'y avait aucune idée de l'énergie qui allait être soutirée du sol. Il y avait des hypothèses qui ont été aujourd'hui validées et même on est au-delà de ça, donc c'est une réussite. Mais ça prouve que la géothermie peut être utilisée dans tout ce qui va être fait de façon souterraine, que ce soit les pieux géothermiques. Là, voilà, encore une fois, il n'y a pas eu besoin de forêt, c'était des ouvrages qui étaient existants, c'est passer du réseau pour capter cette chaleur. Et encore une fois, la chaleur elle est là, donc Non, mais utilise. c'est ça le résumé, c'est que la chaleur est là, et maintenant, comment aller la chercher? Et effectivement, on peut aller la chercher en faisant des puits, mais si on faisait déjà des pieux de fondation pour la solidité du bâtiment, eh ben, pourquoi ne pas utiliser les pieux qu'on a fait dans le bâtiment pour récupérer de la chaleur? Là, on fait des stations à 20 à 30 mètres sous terre, pourquoi ne pas récupérer l'énergie qui est autour de nous pour, enfin, c'est toutes ces réflexions qui sont menées, et là, c'est vraiment exceptionnel d'avoir pu mettre ça en place et de montrer que ça marche. Voilà, on voit un petit peu des images de ces serpentins installés. Donc, je pense que ça devait être assez drôle, effectivement. Et dernier exemple qu'on voulait mettre en avant, c'est un exemple des plus récents, hein, qui a été inauguré en début de l'année 2023. Clinique de Planquette, c'est un centre de rééducation qui est basé à Planquette, qui a fait peau neuve. 7000 m² de cliniques qui ont été initialement, ça devait être connecté avec une chaudière gaz et un groupe froid pour faire. On est dans des établissements de santé qui ont besoin de chaud et de froid. Bah, finalement, changement de stratégie, on va passer à la géothermie. 18 puits à forêt sur une parcelle, sur la parcelle, 155 mètres de profondeur. Pompe à chaleur, voilà, 200 kW de puissance, un investissement, somme toute, de un peu plus de 300 000 euros. Le problème qu'on a eu ici, c'est que le chantier était déjà avancé. C'est que on n'avait pas, comme à Saint-Malo, sur la médiathèque de Saint-Malo, où il y avait la bibliothèque n'étant pas construite, on a la place de faire les puits et ensuite on peut construire la médiathèque dessus. Là, la clinique était déjà en fait élevée, ils étaient en train de faire l'enduit de façade quand les foreurs sont arrivés pour faire les forages. Et donc on est sur des forages inclinés avec l'innovation Celsius Énergie. Et ces forages inclinés ont permis la coactivité, c'est-à-dire qu'on a pu s'installer à côté sur le parking, on a pu faire nos 18 puits pendant que le reste des corps de métier continuaient de travailler sur le chantier. Donc voilà ce que ça représente. Si je reviens juste avant, là on assure 99% des besoins du bâtiment en chaud, 100% des besoins en froid, et on fait des économies de carbone de moins 86%. Le temps de retour sur investissement de 5 ans avait été calculé à l'époque où le gaz n'avait pas encore atteint des sommets.
Donc ils ont été satisfaits l'hiver dernier de ne pas avoir à allumer leur chaudière gaz et d'avoir un système de géothermie performant. Donc là, Aquasys était également impliqué dans ce projet. Donc comment ça se passe de travailler en coactivité sur un chantier et surtout comment on met en place les forages inclinés Bah oui, oui, la collectivité, ça on connaît, mais là l'expérience, bah, elle était au début un peu, elle faisait un peu peur à aux foreurs, hein, parce que quand on dit à un gars qui est habitué depuis 20 ans de bosser d'une certaine façon, lui dire bah, tu vas changer quasiment toute ta matière de travailler, bah, normal, il n'est pas content. Et puis à la fin du chantier, de se rendre compte qu'il avait un chantier beaucoup plus propre, avec toute une organisation que le client vous avait imposé, que vous aviez aussi imposé, et vous aviez bah, voilà, une nouvelle façon de travailler dans la précision de la déviation, parce que dévier c'est facile à dire, mais les forages ne sont pas totalement verticaux, où il y a toujours une géologie qui fait que la trajectoire elle est un peu subie plutôt que maîtrisée. Et là on n'avait pas le choix d'aller dans une direction et de la garder. Et ça a été quasiment une réussite à chaque forage, avec un peu de déviation, mais minime. Et donc ça nous a permis d'évoluer et aujourd'hui bah, de pouvoir s'adapter au marché qui évolue et avoir une gestion de chantier ben, de plus en plus propre, maîtrisée et qui correspond à ce qu'on nous demande de plus en plus. Donc une belle expérience. Ouais, effectivement, c'était une première en Bretagne, c'est le plus grand champ de sonde incliné qui existe aujourd'hui. Euh, on, on a effectivement, et du coup Cédric a mentionné quelques innovations, on a parlé du forage incliné, mais exactement, enfin je rejoins ce que tu disais, c'est pas parce qu'on dit je prends ma foreuse, je l'incline de 20 degrés, c'est pas pour ça que mon puits il va conserver son azimut, conserver sa trajectoire. Si on ne fait pas des actions concrètes de stabilisation des trajectoires, de contrôle de nos trajectoires et de maîtrise de cette inclinaison et de cette direction, en fait, la nature va choisir toujours le chemin le plus simple. Donc on a des méthodes de stabilisation, des stabilisateurs, toute une série aussi d'appareils de mesure qui vont venir mesurer une fois que le puits a été foré, l'inclinaison exacte, où est-ce que j'arrive, parce que j'ai une contrainte, je ne peux pas aller chercher de l'énergie chez mon voisin. Je dois m'arrêter à la parcelle moins 5 mètres. Donc même le tout au bout de mon puits ne doit pas dépasser. Donc toutes ces choses, il a fallu les mesurer, les vérifier, recalculer des trajectoires, tester aussi. On a inséré aussi une autre innovation qui est la fibre optique dans les puits, qui nous permettent de faire du contrôle de cimentation et qui nous permettent également de mesurer la conductivité thermique de façon distribuée. Enfin, ça nous a permis d'être un laboratoire aussi pour tester tout un tas de nouvelles technologies, ou en tout cas de technologies qui étaient utilisées dans un autre milieu, le milieu pétrolier. Et on a fait des transferts de technologies depuis le monde pétrolier. Ça me fait justement, c'est le moment du coup j'ai pas voulu présenter Celsius Energy plus que ça au début. Donc Celsius Energy, c'est une entreprise qui fait partie du groupe Schlumberger. Schlumberger, expert et leader mondial du sous-sol, qui est dans le milieu parapétrolier et qui aujourd'hui a tout un volet d'activité dans les nouvelles énergies, dont la géoénergie, dont on est un peu le fer de lance en France. Et donc on est aujourd'hui 140 personnes en France. On a une dizaine de projets comme celui de Planquette qui ont été livrés, et on a une dizaine de projets en cours de forage et encore des centaines de projets à l'étude. Donc notre but chez Celsius Energy, c'est de populariser la géoénergie, c'est de la massifier, d'industrialiser les process pour que ce ne soit pas à chaque fois une innovation, mais qu'on soit maintenant sur des produits standards et qu'on puisse les rendre accessibles au plus grand nombre. Donc voilà, en un mot, c'est la dernière question klaxoon du jour. Est-ce que vous avez un mot, quelque chose que vous avez appris aujourd'hui, ou qu'est-ce que vous allez retenir de ce lab? Si vous répondez, vous mettez un mot, ça va permettre de faire un nuage de points et puis on va pouvoir ouvrir les questions si vous en avez. Donc un mot, quelque chose que vous allez retenir ou que vous avez appris aujourd'hui. Et après, je vous laisse réfléchir sur des questions si vous souhaitez, si vous avez des questions en particulier à nous poser à Cédric ou à moi.
Alors, est-ce que vous avez quelques questions et est-ce que ça a inspiré effectivement, je vois qu'il y a le mot innovation, inspiration, inspirant, des choses que... Est-ce que vous avez des questions en particulier? Non? Pas de questions? Oui. Je me permets. Bah, vas-y. Là, par rapport à la carte qu'on a vue qui représentait le nombre de forages en France, c'est clair qu'on voit que la Bretagne, il y a beaucoup plus de forages qu'ailleurs en forage de géothermie. On a un marché en Bretagne qui est dynamique parce qu'on a un sol qui s'y prête, on a des coûts qui sont assez raisonnables, on va dire. Par contre, on a un marché qui, à l'envers de beaucoup d'endroits, c'est que nous, c'est 80% de particuliers, 20% de tertiaires. Ce qui n'est pas le cas. On a des confrères qui travaillent en Auvergne ou dans d'autres Alsace ou autres, et qui, eux, depuis des années, font du tertiaire, du tertiaire. Exactement. Oui, oui. Effectivement, nous, on ne s'est pas positionné sur le particulier parce qu'on trouvait que des acteurs étaient déjà présents et actifs dans ce domaine et que ce n'était pas là où on apportait le plus d'innovation. Il n'y avait personne qui s'occupait des grandes surfaces, en fait, des 3000, des 2000, 3000 ou plus de mètres carrés. Et toute notre innovation sur le forage incliné, le pilotage digital et tout ça, ce n'est pas forcément des innovations qui vont intéresser le particulier. Mais bon, après voilà, ce qui est intéressant de travailler avec Aquasys et avec d'autres foreurs en région, c'est qu'effectivement le marché du particulier pourrait être dynamisé. Et je crois que la ministre, enfin je sais pas, je crois, je sais, la ministre de la Transition énergétique a lancé, a augmenté la prime pour les particuliers. Je crois que c'est 6 000 € maintenant d'aide pour les particuliers pour faire de la géothermie à la maison. Alors voilà, ça ne couvre pas tous les coûts du chantier, mais il y a un petit bonus là-dessus. Et les foreurs en Bretagne sont effectivement plutôt bien positionnés et font le travail, je dirais. Peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais... C'est pas que ça nous empêche, c'est que nous, en fait, quand on traverse des couches géologiques, il y a de l'eau qui circule. C'est pas des nappes. Souvent, les gens pensent qu'on arrive dans une grosse nappe, un gros réservoir. C'est pas le cas. C'est de l'eau qui circule à travers les couches géologiques. Quand nous on les traverse, on envoie beaucoup d'air en fait. C'est l'air qu'on envoie. On envoie à peu près 25 bars pour pouvoir forer la roche. Donc en fait, cet air ressort et fait ressortir l'eau. Ah non, on n'a pas besoin de la pomper, elle sort toute seule. Elle sort toute seule, mais il faut en faire quelque chose. On ne peut pas juste dire oh ben, on a de l'eau, du coup on la balance. Non, on doit faire. Voilà, et ben, il faut la traiter. C'est-à-dire que plus on a des mètres cubes d'eau à traiter, et plus ça a des coûts. Ça a un coût parce que c'est pas comme si on pouvait ne. C'est de l'eau qui ressort juste pendant la foration. Après, voilà, elle reste. Alors, c'est une très bonne question et effectivement, il y a eu des études d'impact qui ont été faites. Nous, on n'est pas, on fore et assez rapidement, je dirais dans les 10 premiers mètres, on a de la terre végétale où il y a de la vie. À partir de 10 mètres, on est dans un socle de minéral et on a de la roche. C'est pas qu'il n'y a pas de vie dans la roche, il peut y avoir des micro-organismes, mais notre interaction avec le sol, elle est cadrée. On ne peut pas, donc dans notre activité, on va venir, on est d'accord, chauffer ou refroidir le sous-sol. C'est ce qu'on fait finalement d'une certaine partie. Et donc, on est cadré par la loi. On ne peut pas refroidir ou injecter de l'eau trop chaude ni trop froide. Donc, il y a une fourchette, c'est entre moins 3 et 40 degrés. Donc on ne peut pas aller injecter de l'eau beaucoup trop chaude qui viendrait endommager la vie, ni trop froide également. Il y a une fourchette, ce qui est donnée, voilà, c'est la loi, et nous on s'engage à la respecter dans le fonctionnement de nos machines. Et donc la vie, comme on disait, on creuse un puits, ensuite on a des tubes à l'intérieur et on les cimente. Donc on a du ciment qui vient jusqu'en surface. Donc, un circuit fermé, hein, c'est dans une boucle BPE, c'est un circuit fermé, donc il n'y a aucune altération, on pompe que des calories, c'est pas comme un forage d'eau, on va pomper de l'eau, ça peut avoir des interférences. Là, une boucle géothermique en sonde verticale, c'est juste une boucle d'eau qui circule en circuit fermé, donc il n'y a pas de... Oui.
Bah, c'est des choses qui sont contrôlées. Alors, on fait pas du forage, c'est pas nouveau, hein, le forage, ça existe depuis 50 ans, même plus. En tout cas, dans le forage d'eau, le forage géothermique, on fait pas des choses beaucoup bien différemment de ce qui s'est fait. Il y a un retour d'expérience. Le BRGM analyse ces informations, et c'est pour ça qu'ils éditent des cartes avec lesquelles, avec des règles. Effectivement, on sait que à tel endroit, il va y avoir des nappes spécifiques à protéger. La cimentation est obligatoire parce qu'elle permet justement d'éviter de la circulation d'eau entre des couches géologiques qui n'ont rien à voir. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont effectivement contrôlées, qui sont normées que l'industrie applique. Après, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas d'impact. Notre activité humaine a forcément un impact. Donc oui, il y a un impact. Maintenant, parmi tous les impacts possibles, ils sont minimisés au maximum de ce qu'on peut faire avec les ciments géothermiques les plus sobres. L'impact carbone également de nos activités est mesuré. Et on voit qu'en quelques mois d'utilisation du système, on a remboursé le carbone qui était nécessaire, parce que le ciment, ben, même un ciment géothermique, ça a une empreinte carbone. Les tubes, l'activité de forage, les foreuses, ben, elles ne fonctionnent pas à l'hydrogène, hein, elles ne fonctionnent pas encore. Mais bon, donc du coup, tout ça, c'est du carbone. Notre activité est carbonée par essence, mais le résultat permet des économies de CO2 qui justifient, de mon point de vue, qui justifie qu'on fasse ces dépenses. Parce que derrière, pendant 25 ans, 50 ans, 100 ans, on va avoir une infrastructure dans laquelle on va venir puiser de l'énergie quasiment inépuisable, gratuite et qui, voilà, pour le confort de chacun. Oui. Alors, combien de puits il y a en France? Ça, j'ai pas la réponse. Et je sais pas si... rien que sur la Bretagne? Non, il y a vraiment des, voilà, oui, oui, il y a vraiment des milliers de puits. Mais aujourd'hui, malheureusement, la géothermie ne correspond qu'à 1% des besoins en chaleur renouvelable en France. Mais c'est effectivement, et tous les points que vous voyez, c'est des installations individuelles. C'est des puits qui font peut-être 50 mètres, 100 mètres, un puits chez monsieur, madame, tout le monde. L'avantage, c'est que, alors j'ai pas l'info du combien de puits, je suis désolé, je peux pas vous dire combien, je ne sais pas, mais c'est des milliers de puits, oui, effectivement. Chiffre, l'année dernière, si je ne me trompe pas, il s'est posé 3000 packs géothermiques. C'est ça, hein. Donc il y a eu Par rapport à 300 000 en France, oui, en France. 3000 Par rapport nouveaux projets de géothermie à rien que 300 l'année 000 dernière. par Oui. rapport à 300 000 aéros, il n'y a eu que 3000 géothermies. C'est pas énorme sur une année C'est en France. petit, mais ça fait beaucoup de puits quand même, et la carte est quand même impressionnante. Donc là, c'était la première question, c'était le combien et combien de temps ça dure. On a parlé de plusieurs... c'est confus parce que j'ai dit 25 ans, 50, 100 ans. Bon, 25 ans, c'est à peu près la durée de vie d'une PAC géothermique. Donc c'est la pompe à chaleur dans le local technique. Elle, au bout de 25 ans, il faudra changer les compresseurs, il faudra faire quelque chose. Donc ça, c'est la partie en surface. La partie souterraine, champ de sonde, on n'a pas un retour d'expérience de plus de 50 ans aujourd'hui, parce que les champs de sonde les plus vieux existants sont en Allemagne ou en Suisse, et ils ont 50 ans, et ils marchent. Quand on prend le PEHD, c'est le tube, le matériau dans lequel est fait le puits, enfin le tube en question, le fournisseur dit 100 ans de durée de vie, le tube sur étagère. Après, dans un puits, je ne sais pas. Voilà. Donc, on sait que ça pourrait être au moins 50, puisque des projets ont au moins 50 ans. Ça peut peut-être aller jusqu'à 100, mais on va voir, on ne sait pas. Oui. Alors, je pense que c'est impossible aujourd'hui de retirer les tubes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on recimentera ce qu'on ferait pour abandonner un puits, c'est de cimenter le tube dans lequel on fait circuler le fluide caloporteur. Ben, on le recimente. Et comme ça, on aura un puits entièrement cimenté. C'est le seul. Et c'est un peu le cas de tous les puits qu'on fore, hein, un puits de pétrole, un puits de gaz, un puits d'eau, un puits de géothermie. Quand on l'abandonne, ça consiste à y mettre du ciment à l'intérieur. Mais... Oui.
Alors, on a des projets à Clamart en Île-de-France, où c'est assez dense. On a même des projets à l'étude dans le 17e arrondissement de Paris. Oui, c'est plutôt dans des milieux. Bah après, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc effectivement, aujourd'hui, dans les puits existants, c'est beaucoup de particuliers, de pavillons ruraux dans des petits villages, etc. Et nous, on se concentre sur des bâtiments de grande taille, donc eux, ils vont être un peu plus dans des zones urbaines plus denses. Voilà. Et j'imagine que pour vous aussi, enfin, c'est ce que vous voyez Nous, chez Aquasis, 70% des chantiers, c'est du remplacement de chaudières fuel ou gaz propane. Ça, c'est le gros de nos chantiers. Et donc, c'est souvent des maisons en extérieur, plutôt en campagne, on va dire. Voilà, exactement. Et après, pour les plus gros dossiers, non, c'est souvent en centre-ville. Et là, ça va être souvent sur des bâtiments à construire. Donc, ça va être aujourd'hui toutes les nouvelles écoles, les salles de sport, les hôpitaux. On a beaucoup de bâtiments de la santé qui, eux, sont déjà, depuis quelques années, sur des envies de géothermie. Voilà. Là, bah, c'est- non, bah après, on fait des forages, nous, en moyenne, entre 100 et 150 mètres. Là, vu que les projets grandissent, les puissances augmentent, on nous demande des forages à 200 mètres. Ça limite le nombre de forages et les coûts et tout ce qui va avec. Mais généralement, on a des chantiers de l'ordre de allez, 8, 10, 12 sondes. Ça, c'est entre guillemets, du classique. Et ça arrive toujours à passer sur une parcelle, un parking. Voilà, il y a toujours, on est rarement bloqué par la place. Et puis après, sinon, voilà, il y a la méthode nous, PV nous, qui va. Ouais. nous, on va avoir effectivement des problèmes de compacité par moment quand on va monter effectivement les bâtiments sont de plus en plus grands ou des bâtiments qui sont très déperditifs, les industriels ou les entrepôts de stockage, par exemple, des entrepôts qui sont très mal isolés, ils ont un besoin thermique qui est colossal et du coup, il faut faire 50, 60, 100 puits. Bah là, on se retrouve vite dans une équation entre le budget nécessaire, parce que le forage a un coût qui est non négligeable, hein. D'un côté, il y a le coût, il y a le foncier nécessaire, il y a les réseaux qui vont être. Donc c'est vrai que là, se pose tout un tas de questions. Mais ça ne nous empêche pas de signer des projets à 174 sondes de plus de 200 mètres. Mais là, on est sur des zones d'activité. C'est-à-dire que c'est 400 000 mètres carrés de logements, de tertiaires, qui vont être alimentés en géothermie. C'est un peu particulier. La base. Oui, oui. Oui, non, bah après, nous, sur la Bretagne, on est sur une norme qui est de 50 watts par mètre foré. Donc un forage à 100 mètres, on ramène 5 kilos de puissance euh, à l'installation. Ça, c'est la norme chez nous, alors qui est une norme, je dirais, basse, parce qu'on a souvent, nous, avec nos sols granitiques saturés en eau, quand il y a des tests qui sont faits, on est au-delà de ça, mais voilà, par sécurité. Voilà. Pour être Ça concerne conservateur, la Bretagne. sur la Bretagne, c'est vrai qu'on peut imaginer 50 watts par mètre. Ouais, et c'est vrai que souvent, on va avoir des bonnes surprises en termes de conductivité thermique qui va être meilleure qu'attendue, et c'est tant mieux. On est loin de là dans certaines régions, hein, et ça va beaucoup dépendre de la puissance soutirée à l'instant T, mais aussi de l'intégralité de l'énergie que je vais puiser sur une année complète. Et les deux paramètres sont importants, c'est-à-dire que c'est pas que à l'instant T j'ai besoin de 500 kilowatts. Mais si c'est un jour, j'ai besoin, et le reste du temps, j'ai pas besoin, beaucoup de besoins, c'est pas le même dimensionnement que si toute l'année, je consomme 500 kilowatts et qu'à la fin, j'ai une énergie globale dépensée qui est beaucoup plus importante. Il faut vraiment, les deux paramètres sont importants, c'est l'instant T et la puissance du coup et l'énergie. Et donc, voilà, donc c'est ces deux paramètres-là qui vont dimensionner le champ de sonde et qui vont nous donner le nombre de mètres linéaires nécessaires à l'installation. Voilà. Donc, il y a des endroits où on demande, quand il y a des demandes de chaud uniquement, donc le bâtiment, on fait que du chauffage,
ben, je vais avoir besoin de beaucoup de sondes parce que je vais avoir tendance à refroidir mon sol. Donc il faut que je ne refroidisse pas trop le sol pour qu'il se régénère naturellement. Si par contre j'ai des besoins chauds et des besoins froids qui s'alternent, en fait je vais venir recharger ma batterie. Et là je vais avoir besoin de faire moins de pluie. C'est contre-intuitif, mais si vous avez un bâtiment qui fait que du chauffage, ça va lui coûter plus cher que s'il veut faire du chauffage et de la climatisation en géothermie. Voilà, c'est bizarre, hein. Mais c'est comme ça. Je vais avoir le même bâtiment. Là, j'étudie un projet sur Vannes. C'est 12 sondes. On fait 12 puits à 200 mètres pour faire du chaud. J'enlève 2 ou 3 puits de moins s'ils mettent de la climatisation. Donc voilà, du coup, c'est quand même 3 puits sur 12. Hein. On parle quand même d'enlever un quart de l'investissement, un quart de l'investissement forage en moins, en rajoutant une option qui est le rafraîchissement, qui d'ailleurs sera nécessaire rapidement, même à Vannes, dans 50 ans, on sera peut-être content de pouvoir rafraîchir notre bâtiment. C'est moins de forage et c'est une installation qui fonctionne l'hiver-été. Donc, En plus, c'est une installation qui s'amortit plus vite parce qu'effectivement, elle travaille l'été comme hiver, effectivement. Donc, les besoins de froid géothermique sont très, très, très pertinents et ne doivent pas être mis de côté. Non, non, au contraire. C'est pour ça que les établissements de santé dont on parlait, hein, les établissements de santé sont preneurs de notre solution parce qu'eux, ils arrivent à un bel équilibre entre le chaud et le froid. Et ça fait des projets bien dimensionnés, avec des bons retours sur investissement, vraiment, il n'y a pas de raison d'aller voir sur une autre énergie quand on a un temps de retour sur investissement de 5 ans. Voilà. Donc pensez au froid. C'est pas qu'on est obligé de le faire du froid systématiquement, mais vraiment le froid, il est bénéfique. C'est une des contraintes des nouvelles normes de la RE 2020. Enfin, ils demandent. Ouais. On peut dire que là, oui, d'une certaine façon, le froid est des fois pénalisé dans les calculs de RE 2020, alors que pour nous, il serait plutôt à valoriser. Mais c'est un problème de bien placer le curseur. Voilà. Oui. Alors, non, je vois pas, puisqu'on vraiment, nous, on reste sur des températures. La géothermie, elle va bien fonctionner pour chauffer à 50, 55 degrés, 60 degrés éventuellement pour de l'eau chaude sanitaire. Mais on va pas pouvoir faire mieux. Enfin, on baisse, notre coefficient de performance va baisser significativement si on veut lui faire des hautes températures. Et en plus, en fait, souvent, on voit que la plupart de l'utilisation de l'électricité, c'est souvent pour faire de la chaleur. Donc, là, au contraire, on a de la chaleur, autant l'utiliser comme tel. Ouais. Voilà. Bon ben merci beaucoup. Et